Et à tous, et merci d'être présents pour ce nouveau rendez-vous au musée de l'Aurignacien pour ce nouveau café préhistoire. Ce soir, nous avons le privilège, la chance d'accueillir Laurent Bruxelles. Géoarchéologue et karstologue, Laurent Bruxelles étudie et s'attache à comprendre la formation géologique des grottes et des paysages. Il a notamment participé à l'étude des grands réseaux karstiques tels que Lascaux et Chauvet. Son travail a permis de confirmer la datation des peintures pariétales de ces deux sites emblématiques du Paléolithique supérieur. Il a également étudié des sites du berceau de l'humanité, on en parlait tout à l'heure, notamment en Afrique du Sud, et réussi à dater l'Australopithèque le plus complet, Littlefoot. Ce soir, Laurent Bruxelles vient nous présenter une conférence intitulée « Les dessous des karstes, voyage au cœur des grottes ». Nous allons être entraînés à la découverte du monde souterrain ce soir, c'est une invitation au voyage. Les grottes possèdent des environnements uniques avec des témoignages d'occupations diverses, environnementales, animales et parfois humaines. Ce sont des espaces de conservation incroyables qui révèlent, entre guillemets, l'histoire du temps. Je laisse donc dès à présent la parole à notre invité et vous souhaite à toutes et à tous une bonne conférence. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, merci à l'équipe du musée L'Aurignacien. Très heureux d'intervenir dans le cadre de ces journées européennes de l'archéologie. Et puis oui, vous avez vu, il fait un petit peu chaud, donc je vous propose de partir sous terre. Vous allez voir, il va faire bien meilleur. Et on va voir même plein de choses. On va faire un tour un peu des grottes. D'abord, on va voir un petit peu comment les grottes se forment, quelle est leur histoire. On va voir qu'est-ce qu'elles recèlent à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut y trouver. Quelle histoire on va sortir de ces sédiments ou des concrétions qui sont dans les grottes. Et puis on va voir aussi les usages, bien sûr, parce que la faune, l'homme sont allés sous terre, ont occupé le milieu et ont laissé aussi des traces. Et c'est un petit peu, vous voyez, un peu toute cette vision transversale de la grotte depuis sa formation jusqu'à son usage par l'homme que nous allons essayer de parcourir. Et à la fin, on voyagera un petit peu, on ira en Chine, on ira en Afrique du Sud. Mais je vous montrerai aussi que des révolutions scientifiques dans les connaissances de la formation des grottes, on peut aussi les faire ici. Et je terminerai notamment sur des histoires liées aux chauves-souris, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler. Vous verrez que ça a changé beaucoup de choses sur notre vision maintenant de la formation des grottes. Donc alors d'abord je vais me présenter, je suis Laurent Bruxelles, oui effectivement je suis géomorphologue, karstologue, à l'origine je suis un spélo en fait et tout ce que je voulais savoir c'était comment se forment les grottes pour essayer de trouver la prochaine grotte ou pour essayer de trouver la suite des grottes. Donc on creusait beaucoup mais quand on ne comprend pas la géologie on peut creuser pour rien, donc je m'étais dit il vaut mieux faire la géologie et ensuite je saurais comment trouver la suite des grottes et comment creuser. Et puis finalement évidemment j'ai pris le virus de la science, j'ai fait une thèse en géomorphologie, j'ai travaillé sur le karst. Et pendant ma thèse, j'ai croisé les archéologues qui travaillaient sur le même terrain que moi et ils travaillaient sur des sites en grotte. Et donc ils m'ont posé des questions et j'ai trouvé que les questions qu'ils me posaient étaient très intéressantes et ils me faisaient me questionner. C'était des questions que je ne me serais moi-même jamais posées. Et donc finalement, à force de collaborer avec eux, je suis devenu ce qu'on appelle un géoarchéologue. Donc c'est une espèce d'animal hybride entre un géomorphologue et un archéologue. Ça veut dire que je parle un petit peu les deux langues et que je suis capable finalement de travailler avec les uns et avec les autres. Et c'est comme ça que vous verrez que beaucoup d'aventures ont démarré. Alors d'abord, on va rester en Europe centrale, on va aller en Slovénie, puisque l'origine du mot karst et beaucoup de noms liés à la formation des grottes ou des paysages, eh bien ça vient d'une région qui se situe à l'ouest de Trieste, donc en Slovénie, qui s'appelle le plateau du Kras. Et la particularité de ce plateau, dont on a ici une ancienne représentation, eh bien c'est comme dans les grands plateaux calcaires, il n'y a pas d'eau en surface, parce qu'il y a des grottes et qu'en fait l'eau elle est sous terre, et donc on a de l'eau que dans les vallées. Et donc ça a donné des formes de paysages un petit peu particulières. Et ce sont les Slovènes les premiers qui les ont nommés. Donc on verra un petit peu quelques-unes de ces formes. Et ce mot kras, c'est effectivement la racine des mots kos, calcaire et des choses comme ça. Tout ce qui est lié à cette roche visible en surface. Alors pourquoi il y a des grottes, comment elles se forment? L'essentiel des grottes, et donc celles qui sont liées au karst, c'est lié à la présence de roches qui sont solubles dans l'eau. Le sel ou le sucre sont solubles dans l'eau, mais très très vite. Le calcaire l'est aussi, mais beaucoup plus lentement. Et donc à partir du moment où l'eau va trouver des bonnes conditions pour rentrer sous terre, que ce soit des fractures, comme ici, que ce soit des contacts entre les couches, comme ici sur cette photo, eh bien elle va rentrer sous terre et elle va pouvoir dissoudre finalement le calcaire dans lequel elle va circuler. Et au fur et à mesure, elle va peu à peu élargir les conduits. Alors vous voyez comment ça se passe. En fait, si on prend de l'eau simple, de l'eau de surface que l'on met contre du calcaire, elle va dissoudre très très peu de calcaire. Donc l'eau, elle va dissoudre 60 mg par litre de calcite. C'est juste un chiffre comme ça, mais ça fait très très peu.
Ce qui va changer les choses, en fait, c'est quand l'eau va traverser le sol. Lorsqu'on a un sol et qu'on a de la végétation, eh bien dans le sol, il y a énormément de réactions chimiques, il y a des bactéries, et l'eau de pluie qui va traverser le sol va se charger en CO2 parce que dans le sol, le taux de CO2 est très fort, 10 fois plus fort que dans l'atmosphère. Donc elle va se charger de CO2 et ça va former de l'acide carbonique. Et l'acide carbonique, ça dissout le calcaire. Donc une fois que l'eau s'est chargée de CO2, elle rentre dans les fissures du calcaire, elle les dissout et arrivée au plafond de la grotte, mais par contre elle retrouve une atmosphère normale, donc le CO2 s'échappe et du coup elle contient beaucoup trop de calcaire dissous et elle va le déposer sous forme de calcite, cette fois-ci en concrétion, je vous montrerai tout à l'heure. Et vous voyez tout à l'heure on était avec de l'eau normale, on dissout 60 mg de calcite par litre. Dès qu'on a du CO2 dedans, on passe à 400 mg. Ce qui veut dire que finalement plus on a de sol, plus on a de végétation et plus on aura des grottes finalement qui vont pouvoir se creuser dans les calcaires. Alors comment se creusent les grottes? Vous allez voir, on va suivre un petit peu en fait l'histoire d'une goutte d'eau, comment elle fait pour se frayer son chemin dans le massif calcaire et trouver la sortie. D'abord, il faut d'abord qu'on ait des discontinuités, je vous le disais tout à l'heure, donc ça va être des failles par exemple, ici des fractures verticales, ça peut être aussi des contacts entre les couches. Et donc l'eau va utiliser ces discontinuités pour circuler à l'intérieur et peu à peu dissoudre et élargir un conduit. Là vous voyez on est vraiment dans quelque chose qui est relativement jeune, mais à terme ça va arriver à creuser des galeries qui feront plusieurs mètres, plusieurs dizaines de mètres de diamètre. Donc en fait il y a au début un processus chimique qui est juste la dissolution. Et puis à partir du moment où il y a assez d'eau et assez de courant, ça va transporter des sables, des graviers, des galets. Et là il va y avoir de l'usure et on passe à des processus physiques, donc mécanique. L'eau, donc elle peut avoir deux origines. Je vous parlais tout à l'heure de l'eau de pluie qui va venir de la surface et qui va arriver jusque sous terre. Mais vous avez tous entendu parler aussi des sources thermales, hydrothermales. Eh bien, cette fois-ci, c'est des eaux profondes qui sont souvent d'ailleurs réchauffées et qui vont remonter en profondeur. Et elles aussi ont la même capacité de dissoudre les calcaires. Donc on a des grottes qui se forment soit par le haut, soit par le bas, c'est variable. Et ça laisse des formes et des dépôts un peu particuliers qu'on connaît. Et ensuite, eh bien, pour l'essentiel, c'est ce dont on parlera aujourd'hui, c'est l'acide carbonique, je vous en ai parlé, c'est ce qui vient du sol. Quand on a des eaux profondes, on a plutôt des acides sulfuriques. Il y a des grandes grottes, par exemple au Nouveau-Mexique, l'Echuguilla, au Carlsbad, ce sont des grottes qui font près de 200 km de longueur. Et elles sont creusées par des eaux profondes, justement, chargées d'acide sulfurique. Alors bien sûr il y a des caractéristiques aussi très importantes, l'eau, il faut de l'eau, sinon on ne fait pas de grotte, hein, donc il n'y a pas de dissolution. Donc il faut que par exemple l'eau elle soit liquide, pas en glace, c'est pareil, quand l'eau elle est gelée ça ne va pas faire de grotte. Il faut aussi qu'il y ait beaucoup de pluie, mais si possible répartie tout le long de l'année, c'est-à-dire que plus il y a d'eau qui tombe sous terre régulièrement pendant longtemps, et mieux les grottes vont se former. Et puis je vous disais aussi, il faut qu'il y ait beaucoup de végétation. Voilà, plus on a de végétation, plus on a un sol épais, des réactions chimiques et des acides, acide humique et acide carbonique, qui vont venir dissoudre le calcaire. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que des fois, lorsqu'on a des grandes grottes avec beaucoup de concrétion, alors qu'au-dessus on a un désert, voilà, on travaille dans des grottes en Namibie par exemple, on est en plein désert et sous terre, pourtant on a des grands réseaux avec des belles stalactites et stalagmites, eh bien on sait tout de suite qu'on ne sait pas tout à fait le contexte dans lequel ça s'est fait, puisque aujourd'hui l'eau qui arrive dans cette grotte, elle n'a pas le temps de se charger en CO2, elle est très peu chargée en calcaire et elle est plus capable de faire des stalactites et des stalagmites. Donc ça veut dire que à l'époque où ces concrétions se sont faites, eh bien, dans cette partie de la Namibie, on avait aussi une forêt certainement beaucoup plus dense que maintenant. Donc vous voyez, ça nous donne une petite information sur le changement climatique qui s'est opéré au fil des millions d'années. Alors nous, on va surtout parler des grottes classiques, c'est-à-dire une grotte qui se creuse du haut vers le bas, par des eaux de pluie. Ce sont 99% des grottes sont comme ça. Celles que l'on visite dans la région sont des grottes qui ont cette histoire-là. Et donc c'est celle que vous êtes le plus à même de rencontrer. Alors comment évolue un système karstique, quelle est son histoire, comment on part d'un calcaire et comment on arrive à un calcaire avec des grottes à l'intérieur. Donc il y a une série de petits schémas qui vont suivre. Vous imaginez, ça c'est un versant de colline calcaire. Ici c'est la vallée. Et donc vous avez toute une série de petites fractures, plus ou moins connectées. Donc l'eau de pluie, elle rentre dans ces fissures, elle navigue très très lentement. Globalement,
on a de l'eau un petit peu partout dans les fissures et il n'y a pas beaucoup de circulation à l'intérieur. Mais comme l'eau arrive peu à peu à structurer et à dissoudre les calcaires, elle va peu à peu trouver un petit chemin préférentiel, notamment suivant les fissures les plus connectées. Donc à partir du moment où il commence à y avoir un gradient et une connexion, on va avoir des réseaux qui vont s'organiser. Et donc là, cette fois-ci, on va avoir véritablement de l'eau qui va couler. Donc ces fissures-là, finalement, vont être peu à peu abandonnées, elles ne vont plus évoluer, et l'essentiel de la circulation va se passer dans le conduit principal. Et puis au fur et à mesure que la vallée s'abaisse, eh bien, on va avoir des galeries, des réseaux qui se structurent à leur tour. Donc ça va abandonner des parties fossiles tout en haut, et on va avoir des nouvelles galeries qui se forment sous le niveau de la nappe phréatique. Et donc c'est intéressant puisqu'on arrive à suivre des fois par la succession des réseaux de grottes l'histoire de l'enfoncement progressif de la vallée. Donc voilà, donc là c'est une coupe un peu théorique d'un plateau calcaire. Lorsque vous êtes dans les Grands Causses, lorsque vous êtes dans le Quercy, c'est exactement comme ça que ça se passe, avec ces successions de épicarses. On va les voir en photo, zone vadose, zone épinoyée, zone noyée. La zone noyée, c'est celle qui est toujours sous l'eau, ça il n'y a pas de problème, c'est la nappe phréatique. Et on va suivre donc justement ce cheminement comme si on était une petite goutte d'eau. Donc l'épicarste, eh bien, c'est juste la partie superficielle la plus fracturée, la plus altérée. Vous voyez, ça c'est dans une carrière, on voit bien cette partie-là qui est extrêmement fracturée. Donc là, l'eau de pluie va s'infiltrer, la terre, les sédiments vont rentrer sous terre et ils vont ensuite peu à peu se hiérarchiser pour prendre des fissures principales. Et lorsque, à la pelle mécanique, on enlève par exemple la surface du sol, eh bien voilà, on voit qu'il y a tous ces morceaux de calcaire qui restent. Donc on a une digestion de surface de calcaire. Là, il n'y a pas de grotte vraiment, c'est vraiment, on n'est pas dans l'endroit où va se former la cavité. Par contre, ensuite en profondeur, lorsque toutes ces fissures se rassemblent, on va avoir des puits verticaux, des puits qui peuvent faire 20, 30, 200, 400 mètres. Il y a même un puits qui fait quasiment 800 mètres maintenant qui est connu de vertical. Vous imaginez la descente. Donc là, c'est la zone de transfert où l'eau va descendre très très rapidement jusqu'au niveau quasiment de la nappe phréatique. Lorsqu'on n'arrive pas très loin de la nappe phréatique, et bien là, cette fois-ci, les circulations vont s'horizontaliser. Donc on est dans les lits des rivières souterraines qui cascadent petit à petit et qui vont descendre en direction vraiment du toit de la nappe phréatique. Et puis ensuite, on arrive à la zone d'oscillation. Ça dessous, c'est la nappe phréatique. Et ça, c'est la zone qui de temps en temps s'ennoie. Donc lorsqu'il y a des crues, c'est typiquement l'endroit où il ne faut pas être. Voilà. Là, vous pouvez avoir des mises en charge très très rapides et donc la grotte va se remplir. Donc ça, c'est la nappe phréatique qui descend et qui monte au gré des saisons. Et puis en dessous, eh bien ça, c'est l'endroit où se forment les grottes. Donc là, on a de l'eau qui circule dans des conduits. Au sol se déposent des sédiments, donc les sédiments protègent un petit peu le sol. Par contre, toutes les parois et le plafond sont peu à peu en cours d'élargissement et de creusement. C'est là où est en train de se former la prochaine grotte, qui peut-être dans 2 ou 3 millions d'années sera occupée par nos descendants. Voilà, et ensuite, eh bien, cette eau, il faut qu'elle ressorte quand même, parce qu'elle ne va pas descendre sous terre indéfiniment. Donc on imagine de l'eau qui vient ici d'une montagne et qui ressort dans une vallée, ou qui vient du plateau et qui se ressort dans la vallée. Et vous avez peut-être tous entendu parler de ces deux mots, exurgence, résurgence. Ça, je vous le dis, comme ça vous le saurez. Exurgence, c'est pour de l'eau qui sort pour la première fois, c'est-à-dire lorsque c'est des gouttes d'eau qui tombent sur le plateau et qui se concentrent et qui sortent par la source. Une résurgence, c'est quand c'est une rivière qu'on connaissait déjà, qui se perd et qui ressort, donc elle résurge. Donc voilà, comme ça, vous ne pourrez plus vous tromper, vous saurez. Et du coup, on sait que souvent, l'eau des exurgences, on peut la boire parce que c'est du petit goutte à goutte qui est rentré sous terre. L'eau des résurgences, en général, elle a gardé la pollution qu'elle avait au début, donc vous buvez les égouts du village qui avait au-dessus. Les grottes ne filtrent pas beaucoup l'eau, donc les résurgences sont souvent à éviter. Alors parfois, ça ressort, l'eau va ressortir du bas vers le haut. C'est ce qu'on appelle une résurgence vauclusienne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la fontaine de Vaucluse, c'est une source et on a l'eau qui remonte de plus de 300 mètres de profondeur avec des débits qui peuvent dépasser plusieurs dizaines de mètres cubes secondes. C'est la plus grosse source en France. Parfois même, l'eau douce ressort directement en mer. Voilà, et vous voyez, comme l'eau douce est un petit peu plus légère que l'eau salée, eh bien, elle fait une espèce de dôme qu'on voit très très bien. Et donc, c'est dommage parce que c'est de l'eau potable souvent qui est perdue directement en mer. Donc, on essaie de la capter maintenant en profondeur. Mais voilà, que ce soit effectivement en Croatie, Monténégro et même dans les Calanques, on a des sources d'eau douce qui sortent en pleine mer. Alors je vous disais aussi, ça c'est important, c'est que on a une histoire, hein, les vallées ne se creusent pas d'un coup,
Il y a des phases où elles se creusent, et puis elles s'arrêtent, et puis elles vont se creuser un peu plus profondément. Et bien les grottes, elles sont obligées de suivre ça, de se caler sur cet abaissement du niveau. Donc là, il y avait une ancienne source, vous voyez, et puis ensuite la vallée s'est creusée, et là on a une nouvelle source. Donc nous, ça nous intéresse beaucoup, parce que lorsqu'on étudie ces systèmes, lorsqu'on fait le plan, on arrive à connaître les étapes progressives de l'enfoncement de la vallée, et donc l'âge de ces vallées. Voilà. Est-ce que ces vallées, elles ont 200 000 ans? Est-ce qu'elles ont 15 millions d'années? Eh bien, grâce à la géométrie des grottes et aux dépôts qu'elles ont dedans, on arrive à les dater. Alors, je vous parle depuis tout à l'heure d'un vide, d'une grotte qui se creuse, d'un calcaire qui se carie. Mais il n'y a pas que ça, évidemment. La nature a horreur du vide, on en a parlé tout à l'heure. Et donc, dès que la grotte est creusée, et surtout dès qu'elle ne se creuse plus, elle va se reboucher. Et elle va se reboucher de plusieurs façons, des effondrements, mais aussi des concrétions de calcaire. Alors on revient au même système que tout à l'heure, vous voyez, donc cette eau qui est surchargée en calcaire dissous, et lorsqu'elle arrive au plafond, le CO2 s'échappe et donc ça forme des stalactites, des stalagmites. Mais en fait, dans le détail, on a des quantités de concrétions extrêmement compliquées, très variées, en fonction si c'est de l'eau qui vient du haut vers le bas ou du bas vers le haut, si ce sont des figures d'évaporation. C'est très intéressant parce que quand on sait les reconnaître, on arrive à comprendre quels sont les sens de circulation de l'air, de l'eau, les températures, des choses comme ça. Donc c'est quand même un bon catalogue de formes que l'on peut étudier. On va voir quelques-unes que vous connaissez évidemment. D'abord les concrétions de percolation, donc ça c'est l'eau qui arrive au plafond, au goutte à goutte ou un peu plus vite. Quand c'est au goutte à goutte et qu'on a suffisamment de débit, ça fait ce qu'on appelle des fistuleuses, des macaronis, où la stalactite, cette fois-ci, va avoir le diamètre de la goutte d'eau uniquement. Ça va faire 3, 4 mètres, 5 mètres parfois maximum, et puis sous son propre poids, ça va se casser, parce que finalement, c'est extrêmement fin. Mais parfois, ça fait évidemment des stalactites beaucoup plus volumineuses qui vont se développer. Alors, la goutte d'eau, une fois qu'elle a déposé la calcite au plafond, elle n'a pas fini. Pendant sa chute, elle va encore perdre du CO2. Pendant le splatch, lorsqu'elle va tomber au sol, elle relâche aussi du CO2. Donc, à chaque fois, il faut redéposer du calcaire. Et elle va donc déposer des stalagmites, vous voyez, donc ils peuvent avoir 2 ou 3 mètres de hauteur, voire parfois 15-20 mètres de hauteur. Tout dépend du débit de la concrétion dessus et du temps que cela prend. Et puis lorsque la stalactite vient rejoindre la stalagmite, eh bien ça fait une colonne. Et ça, ce schéma est intéressant aussi parce que parfois quand on est sur des sites archéologiques et qu'on a des concrétions cassées, on me demande souvent est-ce que c'est une stalactite ou une stalagmite. Eh bien dans une stalactite, il y a toujours un canal central, puisque c'est par là où la goutte arrivait, alors que dans une stalagmite, il n'y en a jamais. Donc même cassé, c'est assez facile à reconnaître. Ça fait ça va, on regarde comme ça, on dit oh c'est une stalactite, mais en fait on a un truc, il suffit de voir s'il y a un tube à l'intérieur. Voilà, et lorsqu'il y a un peu plus de débit, on arrive carrément cette fois-ci à des grosses coulées de calcite, donc une concrétion d'écoulement. De temps en temps, vous pouvez même avoir des cascades qui vont tomber de là et qui vont circuler sur des bassins et donc faire des concrétions qui vont faire plusieurs dizaines, voire centaines de mètres cubes de calcite. Donc vous voyez, ça peut remplir complètement la grotte et même la boucher. On connaît des grottes qui sont entièrement bouchées par de la calcite. Et pour nous, spéléologues, c'est un peu embêtant parfois, quoi. C'est joli, mais c'est un peu gênant. Alors une question, c'est à quelle vitesse ça pousse, puisque lorsqu'on visite des grottes aménagées, on nous donne des chiffres qui sont très variables, 1 cm par siècle, 1 à 3 cm3 par siècle. Bon, en fait, personne n'a la réponse parce que c'est justement très variable. Ça dépend du taux de CO2, ça dépend de la quantité de calcite dissous, ça dépend de la ventilation de la cavité et du débit d'eau, bien sûr. Donc là, vous avez ici des stalagmites qui ont plusieurs dizaines de milliers d'années, vous voyez, qui poussent tranquilles dans un environnement très très calme. Vous avez cette stalagmite ici, ça c'est une bouteille de vin cassée en fait, vous voyez, qui a été recouverte. Donc là vraiment, c'est allé très vite, ils l'ont posé sur cette concrétion et en quelques années, on a déjà plusieurs centimètres de calcite. Donc c'est pour vous dire que des fois, quand on nous pose la question est-ce que cette concrétion est vieille parce qu'elle est sur un niveau archéologique, à l'œil, pour nous, c'est impossible de dire quel est son âge. C'est pas une question de taille. Ensuite, les concrétions, ça nous donne des informations intéressantes. Elles se forment dans des contextes bien particuliers. Une goutte d'eau qui tombe du plafond, qui vient s'écraser sur le sol. Lorsqu'on a une stalactite sous l'eau, on n'est pas du tout dans son environnement de formation, évidemment. Ça nous permet de savoir que le niveau de la mer est remonté, par exemple. Quand on voit ça, on est sûr que le continent s'est affaissé aussi, ce qui arrive. Dans cette stalagmite aussi, que là on a retrouvé à l'air libre, on a ces espèces de perforations et ce sont en fait des lithophages, ce sont des coquillages marins qui sont venus sur la concrétion et qui ont perforé, qui sont installés à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'on a retrouvé cette concrétion à l'air libre, mais rien que par son histoire, on sait que la mer est venue dans la grotte
puis qu'elle est repartie. Donc vous voyez, c'est important d'avoir ces objets dont on maîtrise la formation pour pouvoir en raconter ensuite une histoire. Alors ensuite, les concrétions sont intéressantes puisqu'elles enregistrent l'eau de pluie. Eh bien, elles vont souvent enregistrer aussi un signal climatique. Elles vont emporter avec elles beaucoup de choses, des isotopes, je vous montrerai un petit peu tout à l'heure. Mais il y a parfois des concrétions lorsqu'on fait des études à très haute résolution où on peut aller assez loin parce que ça, c'est une toute petite concrétion de 25 ans qui était dans un tunnel, vous voyez. Et quand on fait le détail, on regarde vraiment en détail, on voit qu'il y a des lamines concentriques. Il y en a plus de 500 sur 25 ans. Ça veut dire qu'on a quasiment 20 lamines par an. Globalement, on a chaque grosse pluie qui a été enregistrée par la stalactite. Donc ça peut vous montrer pour des concrétions parfois qui ont des centaines de milliers d'années, la valeur de cet enregistrement en termes de climat. On a aussi parfois des petites gouttes d'eau qui sont piégées à l'intérieur. Donc c'était l'eau qui était à l'époque où la concrétion s'est formée. Et ces petites gouttes d'eau, on sait les analyser. Et on arrive à en extraire par exemple la température de l'eau à l'époque où la concrétion s'est formée. Et puis on va trouver dedans des isotopes, de l'oxygène, du carbone. Tout ça, ça nous donne des informations sur la température, la végétation à l'époque et des choses comme ça. Donc vous voyez, c'est assez précieux l'objet concrétion. Dedans, on a des pollens parfois. Donc là, c'est très intéressant. Alors, ils ne sont pas faciles à trouver parce que si on est loin dans la grotte, évidemment, il n'y a pas beaucoup de pollen de plantes qui vont se balader dans la grotte. Mais quand on en a, c'est intéressant puisque tout de suite on sait à quelle espèce de plante ça se réfère. Et donc du coup on a une idée quand même de l'environnement et du climat. Et puis leur forme, les concrétions, je vous disais, celle-ci elle pousse verticalement. Quand vous en trouvez une comme ça, c'est qu'il s'est forcément passé quelque chose. Donc ça peut être de la déstabilisation parce que le sol s'affaisse. Ça peut être des séismes. Les grottes sont là depuis des millions d'années, donc elles ont enregistré des séismes. Les séismes ne cassent pas tout, parce que sinon il n'y aurait plus rien dans les grottes. Mais par contre, tout ce qui est instable va tomber à ce moment-là. Et on a aussi des cas dans certaines régions où on sait que des glaciers sont rentrés en partie dans les grottes. Et aussi, vous imaginez la glace qui pousse un peu tout devant elle et peut casser aussi ce genre de concrétion. L'idéal est de ne pas être là à ce moment-là, c'est tout. Voilà, et puis pour finir sur les concrétions, elle nous apporte aussi des choses intéressantes, c'est qu'on peut les dater. Donc là, on a un vrai chronomètre qui est enregistré. J'en reviens à ce schéma ici. En fait, lorsque l'eau a traversé le sol, elle a dissous de l'uranium, parce que l'uranium est soluble dans l'eau, mais que de l'uranium, en tout cas dans les isotopes radioactifs qui nous intéressent. Donc cet uranium va migrer avec l'eau jusque dans la calcite, il va être piégé à l'intérieur. Par contre, une fois qu'il est là, il va se dégrader. Et il va créer des isotopes descendants qui sont le thorium notamment ou le plomb. Et on sait exactement combien de temps il faut pour faire ce thorium ou faire ce plomb. Et donc lorsqu'on fait le rapport entre l'uranium et le thorium, on peut remonter l'âge des concrétions jusqu'à 450 000 ans. Et lorsqu'on fait le rapport entre l'uranium et le plomb, on peut monter jusqu'à l'origine de la Terre. C'est une datation qui n'a pas de limite. Donc voilà, on n'a pas trouvé de concrétion plus vieille que la Terre pour l'instant, donc ça va, on n'est pas embêté. Mais donc c'est une excellente méthode. Donc ça veut dire que toute la chronologie des grottes peut être couverte par les datations des concrétions. Alors on va passer un petit peu à l'homme. Qu'est-ce que l'homme vient faire sous terre? Alors évidemment, le milieu souterrain a été occupé de tout temps. Ce n'était pas forcément l'endroit où l'on vivait, mais il y avait des intérêts à aller sous terre. Il y avait que ce soit des intérêts vitaux, se protéger, se réfugier. Il y avait aussi des cérémonies, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de motifs, des matières que l'on allait chercher sous terre. Donc évidemment, c'est un milieu qui a intrigué, qui intrigue tout le temps. Donc l'homme et le milieu souterrain sont quand même intimement liés. Et puis aussi, sous terre, c'est un milieu conservateur. Donc les traces que l'on ne voit plus en surface sont souvent encore sous terre, et c'est pour ça qu'on parle d'hommes des cavernes, parce que pendant très longtemps on trouvait l'essentiel des vestiges archéologiques sous terre, alors qu'en fait la plupart du temps ils vivaient quand même dehors. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on peut aller chercher sous terre? Ne serait-ce que l'eau. Je vous expliquais que lorsqu'on est dans une région karstique, l'eau, la première chose qu'elle fait, c'est s'infiltrer en profondeur. Donc si on vit sur le plateau l'été, il fait un peu soif. Et donc très vite, on a compris que dans les grottes, sous les stalactites, il y avait de l'eau. Donc les hommes sont venus, ils ont par exemple déposé des céramiques sous les stalactites qui collectaient de l'eau. En plus, elles étaient à l'abri de la lumière, donc c'était parfait, ça se préservait, elle était fraîche et elle était potable toute l'année. On peut aller chercher des pigments, pour faire des peintures ou autres. On peut aller chercher du salpêtre notamment pour faire de la poudre noire.
En Chine, pendant le grand bond en avant, les Mao avaient demandé que les gens ils cherchaient du salpêtre dans les grottes pour faire la poudre noire. Mais dans nos régions aussi, pendant les guerres de Camisards, les Camisards faisaient la poudre noire à partir du salpêtre dans les grottes parce que le salpêtre était noir. En Chine, pendant le grand bond en avant, les Mao avaient demandé que les gens ils cherchaient du salpêtre dans les grottes pour faire la poudre noire. Mais dans nos régions aussi, pendant les guerres de Camisards, les Camisards faisaient la poudre noire à partir du salpêtre dans les grottes parce que le salpêtre était contrôlé par le pouvoir royal et si on veut faire de la poudre noire, il fallait en faire en cachette dans les grottes. Et puis on va chercher des fertilisants aussi, évidemment, les phosphates. Et puis l'argile, parce que si on veut faire des céramiques, c'est bien d'avoir cette argile-là. Et sous terre, il y a de très très grosses quantités d'argile. Donc vous voyez plein de bonnes raisons pour aller sous terre et pour exploiter ce milieu. L'eau, évidemment, même à l'échelle d'un massif, vous connaissez tous le pont du Gard qui vient capter une source près d'Uzès dans le Gard et qui va l'amener jusqu'à Nîmes, ou ici les sources de Beyrouth, à côté du Liban, qui alimentent d'eau au Liban et qui alimentent Beyrouth. Donc ça fait très longtemps que l'eau sous terre, l'eau des grottes notamment, est vraiment exploitée, à la condition évidemment qu'en amont on maîtrise et qu'on ne fasse pas n'importe quoi, parce que le karst ne filtre pas, et donc si d'un côté on rejette nos égouts et de l'autre côté on boit la source, eh bien on est en circuit fermé, c'est arrivé très souvent, et maintenant il y a vraiment des vigilances sur ce point-là. Ça a été aussi des refuges stratégiques pendant la guerre, on allait y cacher des documents, donc notamment en Ariège, Norbert Castoret avait été sollicité pour cacher des documents secrets. À Bédéiac, on fabriquait, on remontait des avions. Alors là, c'est des photos, il n'y a pas eu vraiment de base aérienne dans Bédéiac, mais il y a eu des tests quand même et c'était faisable. Alors le décollage, c'était relativement simple. Le plus dur, il paraît, était l'atterrissage parce que vous arrivez en plein jour et d'un coup, vous atterrissez dans le noir dans la grotte et il paraît que c'était affreux parce que le gars ne voyait plus rien. Donc ils se sont dit, c'est quand même pas tout à fait optimal comme site. Et puis on va chercher aussi des minéraux un petit peu particuliers, donc du gypse. Alors c'est dommage, mais quand on le chauffe et qu'on le pile, ça devient du plâtre. Bon, donc on allait le chercher, de l'epsomite qui servait aussi comme purgatif. Donc il y a aussi des minéraux un petit peu particuliers que les hommes de la préhistoire ont identifiés et sont allés chercher sous terre. Ah oui, c'est ça. Alors ce sont aussi des zones de rejet. Je vous disais, le problème c'est qu'on ne maîtrise pas toujours ce qui se passe en amont. Ça, ce sont sur les grands cosses, vous voyez, donc il y a des dolines, donc ce sont ces creux naturels, justement parce qu'en dessous il y a un gouffre qui est en train d'aspirer tout ce qui se passe. Et souvent, on ne trouve rien de mieux que d'aller mettre les poubelles et les bidons de produits. À cet endroit-là, c'est l'endroit où j'ai fait ma thèse, donc on est sur le Larzac. On a mis du colorant qui est ressorti en moins de 20 heures dans une source qui est captée pour l'eau potable. Vous voyez, donc ça veut dire que tout ce qui est jeté là en 20 heures, donc c'est pas filtré, et les gens qui vivaient au bord buvaient cette eau qui pensait être bonne parce qu'elle venait de la source. Ici, c'est le gouffre de Jarel, on est en Franche-Comté, ce sont des obus de la Première Guerre mondiale qui ont été jetés dans un gouffre. Donc on est à 128 mètres de profondeur et vous avez la rivière qui circule entre les obus et qui est en train petit à petit de les dégrader et d'emporter tout ce qu'il y a dedans vers la source. Et puis évidemment, quand il y a des trous sous terre, des vides, petit à petit, ça va se déstabiliser et remonter jusqu'à la surface. Donc là, on est à Guatemala City, donc c'était en 2006. Et donc vous avez tout un quartier qui s'est effondré, enfin un morceau de quartier. Donc il y a eu 6 morts, il y a une maison entière là, qui est tombée dans un gouffre de 60 mètres. Ça, ce sont des formes qu'on ne voit pas arriver, c'est-à-dire que le vide commence à se former en profondeur et par effondrement successif, il remonte vers la surface jusqu'au jour où il crève. Et ça, c'est arrivé le 27 décembre dernier dans le Gard, au fond d'un gouffre, où on avait un gouffre, il y avait un sol tout plat où tous les spélos allaient souvent, les gens venaient se promener et y passaient la nuit souvent. Et le 27 décembre, 6000 m3 sont partis d'un coup et on a le même trou que ça qui vient de se former il y a quelques mois à peine. Donc vous voyez, ça continue, ça existe, c'est sous nos pieds. Ça, c'est en Floride, là aussi. Là, c'est le fait d'avoir pompé la phréatique, donc ça a un peu déstabilisé les roches et les vides. Et donc là, il y a une piscine, un garage, enfin un petit peu tout qui est parti dedans. Voilà. Ils n'ont pas reconstruit dessus, c'est mieux. Bon, c'est comme ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a ce type d'effondrement, ça va piéger ce qui se passe en surface. Et donc, on va avoir un instantané de ce qu'il y avait au-dessus. Donc vous voyez, si on a des voitures ou des bus, pour les archéologues du futur, c'est quelque chose de vachement important, puisque du coup, on aura une bonne chronologie de quand est-ce que ce trou s'est formé.
Donc ça marche pour les choses récentes, mais pour nous ça nous intéresse parce que la faune elle est tombée dedans à une époque, les hommes aussi parfois y sont tombés. Je vous raconterai tout à l'heure l'histoire d'une pauvre australopithèque. Donc voilà, donc le karst a tendance à piéger ce qui se passe aussi petit à petit en surface et à le garder jusqu'à maintenant. Alors, quelques slides pour vous montrer comment ça se passe, comment le matériel finalement archéologique, paléontologique se retrouve sous terre. Je vais vous parler des choses qui tombent, mais c'est pas la seule dynamique. C'est une grotte en Éthiopie. Voilà, c'est l'entrée. Donc vous voyez tous ces blocs qui tombent vers l'entrée. Et donc soit les hommes viennent, soit parfois il y a d'autres processus qui font que les ossements se retrouvent en profondeur. Par exemple, ça c'est sur le cos du Quercy, c'est le site de Koudoulous. C'est un ancien avène, donc vous voyez un ancien gouffre un peu plus large que ça quand même, dans lequel on a un niveau où il n'y a quasiment que du bison. Alors c'est bizarre parce que évidemment en surface il n'y avait pas que des bisons à l'époque, donc on se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a que des bisons. Puis en plus les animaux qui tombent sous terre dans les gouffres, ça arrive mais c'est pas si fréquent que ça. Là il y en a carrément des centaines. Et donc quand les archéologues ont fouillé, ils se sont aperçus qu'il y avait des traces d'outils, il y avait même des traces de découpe sur les ossements. Et en fait c'est eux qui rabattaient les troupeaux de bisons vers cette avenne pour que les bisons tombent au fond. Et ensuite ils descendaient pour tuer le bison. Voilà. Là je sais pas comment ils négociaient pour dire c'est toi qui y vas ou c'est moi, parce que aller dépecer, achever un bison blessé au fond de la cavité, ça devait être assez épique. Mais ça c'est un site voilà emblématique, donc c'est ce qu'on appelle un avène piège. Il y a aussi les tanières, hein, donc il y a des animaux qui vont d'eux-mêmes sous terre pour par exemple hiberner. Les ours, on a vu aujourd'hui une grotte dans laquelle il y avait des ours des cavernes qui allaient sous terre pour hiberner et qui y meurent. Donc là ils y vont, on dira de leur plein gré. Parfois pas tout à fait aussi. Beaucoup des ossements qu'on retrouve sous terre sont en fait collectés par des carnivores qui les chassent à l'extérieur et qui les ramènent sous terre. Ça nous intéresse beaucoup parce que ce sont souvent les sites qui sont les plus riches en ossements. Justement parce qu'un carnivore, il va régulièrement s'alimenter et il va rabattre énormément de faune sous terre. Et ça, pour les sites sur lesquels on travaille en Afrique du Sud, qui ont plusieurs millions d'années, on est très content dès qu'on trouve des traces de carnivores parce qu'on sait qu'on va avoir un site assez riche et que les carnivores, ils chassent d'autres animaux, mais ils chassaient aussi les australopithèques ou les hommes. Donc il y a aussi des chances de trouver des restes d'hommes anciens. Et puis finalement dans les grottes il y a aussi le vent, la pluie qui vont amener des pollens, des sédiments, des restes végétaux que l'on va retrouver dans la grotte qui vont nous donner une information sur les climats extérieurs. Et puis après nous, notre travail géoarchéologue, c'est aussi de comprendre lorsqu'on a un site archéologique sur lequel on travaille, qu'est-ce qui s'est passé. Vous savez, il y a des sites parfois où on va faire plusieurs heures de spéléo pour arriver à un niveau où il y a des traces d'hommes. Et on se dit, mais c'est pas possible, ils ne sont pas passés par les puits où on est passé. Donc on essaie de comprendre les problématiques d'ouverture des entrées ou des fermetures. La semaine dernière, par exemple, j'étais à Bruniquel. Bruniquel, c'est cette grotte où a été trouvée une structure construite par l'homme il y a 176 000 ans. C'est la plus ancienne structure construite au monde. Hein, jamais, Et donc, on rentre par une entrée, nous, et puis plus on l'étudie, cette entrée, et plus on la date, plus on voit qu'il y a 300 000 ans, elle était déjà comme ça, en fait. Donc, elle n'était pas pénétrable parce qu'on rentre pendant... C'est assez compliqué. Et donc, de plus en plus, on est en train de penser qu'il est rentré de l'autre côté de la grotte. Mais dans tous les cas, il fallait qu'il fasse quand même 200 mètres sous terre pour accéder jusqu'à cette structure. Voilà, on a aussi évidemment alors ça c'est pas de chance pour eux mais beaucoup de chance pour nous, c'est quand évidemment le site archéologique s'effondre et vient protéger les couches archéologiques parce qu'évidemment on réfléchit en siècles voire en millénaires. Et donc les dépôts archéologiques vont être souvent altérés, surtout si on est à l'air libre. Et donc lorsqu'on a ces effondrements qui les scellent, on a des niveaux archéologiques qui sont intacts en dessous. Voilà, et puis c'est pareil, c'est essayer de reconstituer comment était la grotte à l'époque de l'occupation, qu'est-ce que l'homme faisait y faire. On a des gouffres où à 30 mètres de profondeur, on a des céramiques énormes qui étaient là pour collecter l'eau, on a les petits bols pour les remplir. Ça veut dire que les gars montaient, descendaient, et là on a beau chercher, il n'y a pas d'autres entrées, ça veut dire que les gars ils descendaient au néolithique, donc 5000 ans avant Jésus-Christ, des puits absolument verticaux de 30 mètres. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il y a des techniques pour descendre sous terre qui sont intéressantes. Voilà. Donc vous voyez, c'est important d'être géologue pour dire non, il n'y a pas d'autre entrée. Et donc du coup, essayer de comprendre les techniques pour y accéder. Voilà, et puis après, moi, mon travail, c'est souvent de la stratigraphie. Je vous montrerai tout à l'heure un petit exemple. C'est qu'évidemment, sur le site archéologique, il va se passer ensuite beaucoup de choses.
Donc c'est intéressant de savoir comment était la grotte et le paysage à l'époque de l'occupation, mais c'est aussi intéressant de savoir qu'est-ce qui s'est passé après, pour savoir l'information qu'on étudie, si elle est bien conservée ou pas. Alors je vous disais, les cavités sont des vrais pièges à sédiments. Donc il va y avoir à l'intérieur des sédiments physiques, des galets, du sable, des dépôts volcaniques, des objets. Ça c'est une voiture, vous voyez. Donc ça, j'aime bien les voitures, c'est un très bon marqueur. Je pense que ça servira aux archéologues du futur. On peut avoir des sédiments biologiques, donc des débris de plantes, lorsqu'on est à la verticale d'un gouffre évidemment, des animaux, du guano de chauve-souris, vous verrez, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Et puis des dépôts chimiques, ça vous les avez vus, c'est tout ce qui est concrétion, minéralisation. C'est ça qui petit à petit va remplir ces cavités et c'est elles qui vont finalement préserver ce témoignage un petit peu d'une partie de l'histoire des hommes, du climat ou de la Terre. Alors on va faire un petit tour, je vais vous montrer justement un peu les sédiments détritiques et puis on verra après un site archéologique. Là on va partir, on va en Chine, c'est un site sur lequel on a travaillé en 2005 et 2006. C'est une énorme grotte, vous voyez l'entrée fait 100 mètres, donc là il n'y a pas de problème, on sait que c'est accessible. Et on a une rivière qui s'y déverse, donc c'est une perte, la rivière vient se perdre sous terre, elle disparaît. Cette rivière elle descend de l'Himalaya, donc il y a énormément d'eau pendant la mousson qui vient se perdre dans cette cavité. Et donc on a décidé de l'étudier parce qu'assez loin sous terre il y a des dépôts très rythmés. Vous allez voir des petites couches d'argile les unes sur les autres qui racontent une très très longue histoire. Alors vous voyez dans la grotte, c'est immense, c'est une très grande galerie. Pour montrer la puissance un petit peu du cours d'eau, vous voyez ça ce sont les galets qui sont charriés par la crue, donc c'est vraiment pas l'endroit où il faut être quand il pleut, surtout quand la mousson arrive. En 2006 on a quand même failli y rester puisqu'on était à plus d'1 kilomètre de l'entrée. On travaillait depuis le matin et en fin d'après-midi, on a commencé à entendre de plus en plus la rivière couler. Et là, on s'est dit, il y a quelque chose qui se passe. Donc, on a pris notre matériel et on a couru. Et quand on était dans ce secteur-là, déjà, on courait là-haut, vous voyez. Donc, il y avait de l'eau jusque-là. Et on est ressorti limite en faisant une escalade sur les blocs. Et le lendemain, le porche était plein d'eau. Et une fois qu'il est plein d'eau, ça reste 3 mois comme ça. Donc là, on s'est dit, bon, on va essayer maintenant de travailler un peu plus loin de la mousson parce qu'on était un peu trop proche. Et donc voilà. Et donc cette grotte, c'est intéressant parce que vous voyez, malgré sa taille, elle se remplit d'eau jusqu'au plafond, chaque année. Et dans cette salle-là, cette salle qui est immense, vous voyez le personnage ici, il y en a un autre là, la rivière coule ici habituellement. Quand cette salle se remplit entièrement d'eau, parce qu'ici le passage est plus étroit, eh bien l'argile qui est dans la salle va peu à peu descendre et se déposer ici. Et là, ici, on a 15 mètres de petits niveaux d'argile les uns sur les autres. Et donc, un niveau d'argile, c'est une crue, donc c'est une année, c'est chaque mousson qui est enregistré. Et en bas, bien, on a trouvé un tronc d'arbre qu'on a daté, il avait 17 000 ans, vous voyez, c'est l'âge de Lascaux. Et en haut, eh bien, finalement, c'était la crue de l'année dernière, c'était la dernière mousson. Et là, ça veut dire qu'on a 17 000 ans de climat qui sont enregistrés entièrement. Et donc, on l'a étudié. Outre les variations climatiques, c'est intéressant parce qu'on voyait les premiers feux, les premiers déboisements qui sont arrivés lorsqu'on commence à défricher la région, les premiers incendies. Et puis, une quarantaine de centimètres sous la surface, on avait tout un tas de planches taillées par l'homme et en fait on a appris que c'était une scierie qui avait été rasée par une inondation et dont les planches s'étaient redéposées dans la grotte. Donc vous voyez une belle histoire ici et vous voyez toutes les couches ici qu'on a peu à peu étudiées les unes après les autres. Bon, voilà, on a failli faire partie des couches finalement. Si on était resté, si on avait été coincé par la crue, voilà, on aurait été recouvert par des petits liserés d'argile. On change de région, on part en Afrique du Sud, on change aussi de temporalité. Donc là, je vais vous amener dans une région où on travaille depuis 2005 maintenant. C'est ce que l'UNESCO a appelé en 1999 le berceau de l'humanité. Alors, on est 35 km au nord-ouest de Johannesburg, vous voyez, donc on est en Afrique du Sud ici. Et cette région-là, qui a l'air de rien, c'est une région d'abord karstique, donc on a des grottes à l'intérieur. Et l'UNESCO a baptisé en 1999 cette région le berceau de l'humanité. Alors c'est pas parce qu'il y a les fossiles les plus anciens, fossiles les plus anciens sont en Afrique de l'Est, mais dans ces grottes ici, il y a une énorme quantité de fossiles. Alors je ne sais pas si j'avais tout écrit, non, mais je le connais. Donc c'est une petite surface qui fait 42 000 hectares, c'est grand, mais c'est pas très grand à l'échelle de l'Afrique. Et dans ce petit spot, il y a un tiers de tous les fossiles d'hominines anciens, c'est-à-dire les australopithèques, les paranthropes et les premiers représentants du genre Homo, notre genre.
et ils sont justement tous piégés dans des grottes. Et ils couvrent une période clé qui est entre moins 4 et moins 1 million d'années, qui est justement la période qui voit apparaître notre genre. Et cette vallée là que vous voyez en photo et qui est ici en photo satellite, eh bien rien que dans cette vallée, il y a déjà 4 sites majeurs. Ces sites, ils sont connus par tous les archéologues et les paléanthropologues dans le monde entier, notamment le site de Sterkfontein, puisqu'il a livré énormément d'australopithèques. Alors pourquoi d'abord? Pourquoi cette région? On revient aux grottes, à leur intérêt. L'histoire des grottes de cette région, comme je vous disais, ce sont des grottes qui se forment sous l'eau au début. Puis lorsque la vallée se creuse, eh bien, le niveau de la nappe phréatique s'abaisse. Donc elle se retrouve au-dessus du niveau de la nappe phréatique. Des stalactites, des stalagmites se développent. Mais on est en millions d'années, donc petit à petit l'érosion, elle vient affiner le plafond qui un jour s'effondre. Et à partir de ce moment-là, les sédiments de la terre, des végétaux, des cailloux, mais aussi des animaux vont tomber et vont former des talus, vous voyez, une espèce de sablier comme ça à la base. Comme les stalactites continuent à fonctionner, elles livrent de la calcite, et cette calcite elle va venir cimenter tous ces blocs, tous ces fossiles, et le transformer en béton naturel qu'on appelle de la brèche. Et c'est cette brèche qui contient des fossiles et qui les a préservés pendant des millions d'années, au plus grand bonheur des paléanthropologues. Et aujourd'hui, lorsqu'on se travaille dans cette région et qu'on cherche des sites, souvent les grottes sont décapitées comme ça, vous voyez, il n'y a plus le plafond, mais en marchant, d'un coup, on s'aperçoit qu'on n'est plus sur le calcaire ou la dolomie, on est sur de la brèche et on trouve même parfois des stalactites à l'air libre. Quand on a des stalactites à l'air libre, c'est que forcément, il y avait une grotte à cette époque-là, donc tout de suite, on sait que c'est un site intéressant. Alors, dans cette région d'Afrique du Sud, donc, il y avait des mines en fait qui exploitaient la calcite. Parce que dans toute l'Afrique du Sud, il n'y a pas de calcaire. Or, à cette époque-là, Johannesburg est en train de se développer parce qu'on a justement trouvé de l'or. Donc il faut de la chaux pour faire des bâtiments, mais il faut aussi de la calcite pour abaisser la température de fusion de l'or et pour l'exploiter. Et donc les mineurs, comme il n'y a pas de calcaire, ils ont l'idée d'aller chercher ces vieilles grottes qui étaient entièrement remplies et ils vont les vider pour exploiter justement les stalactites, les stalagmites et la calcite. Donc ils vont vider ça, mais en même temps tous les cailloux, tout ce qui est tombé avec, les ossements, ça ne les intéresse pas, et ils les laissent de côté parce que ça n'a aucune valeur économique. Au même moment, là donc ces mines, c'est fin du 19e siècle, 20 ans après, 1924, il y a un paléanthropologue australien qui travaille en Afrique du Sud, et il va découvrir ce petit crâne à 100 km de là, dans la région de Kimberley. Et ce petit crâne qui s'appelle Tong, l'enfant Tong, il va l'étudier, il identifie que c'est un primate, un jeune primate, mais il dit que c'est un genre qu'on ne connaît pas, et il crée le genre Australopithèque, voilà, le singe austral. Alors à l'époque, créer un genre, donc vraiment c'est plus qu'une espèce, c'est un genre à partir d'un crâne d'enfant, parce que là c'est un enfant qui avait 3-4 ans, tout le monde lui est un peu rentré dedans en disant c'est pas très sérieux, on ne crée pas un genre comme ça. Bon, sur ces entrefaits, lui, il n'a pas trouvé d'autres fossiles, mais heureusement, Robert Broom, un autre paléanthropologue écossais, lui cette fois-ci, vient dans la région de Sterkfontein, il récupère les blocs que les mineurs avaient sortis, et il va regarder tous les ossements qu'il y a à l'intérieur, et il va trouver le premier crâne complet d'Australopithèque, elle s'appelle Mrs. Pless, et donc il va confirmer l'existence du genre Australopithèque. Et ça, il fait ça quasiment 10 ans après. Alors Raymond Dart, malheureusement, est déjà décédé, mais finalement, il va valider l'existence de ce genre, et maintenant, vous connaissez tous Lucie, par exemple, qui est une Australopithèque, donc le genre existe bien. Alors, ce site a livré près de 500 restes d'Australopithèques, c'est le site le plus riche en Australopithèques en Afrique, et dans le monde évidemment, puisqu'il n'y en a pas ailleurs qu'en Afrique. Et donc, plusieurs générations de chercheurs ont travaillé sur ces fossiles, et notamment Ron Clark, donc lui c'est un paléanthropologue sud-africain, et dans les années 70 il reprend ces gisements, mais il veut chercher les fossiles qui sont le plus bas dans la grotte pour trouver les plus anciens. Donc il étudie les blocs que les mineurs ont sortis du fond. Et un jour, en sortant une boîte où des gens avaient rangé quelques ossements, il y avait écrit dessus bovidé, donc il y avait marqué, ça voulait dire antilope si vous voulez. Il vide cette boîte sur la table et il voit les os, partie distale d'un tibia, partie basse donc d'un tibia, quelques os d'un pied et un petit bloc. Et il dit mais ça c'est pas du tout du bovidé, ça c'est de l'Australopithèque, c'était quand même sa spécialité.
Il garde ça dans un coin de la tête, il continue à étudier ses collections et en 1997, donc 3 ans après, cette fois-ci il est ailleurs à l'université de Johannesburg, il prend un sac dans une armoire et au travers il voit des os, il dit mais ça me rappelle ce que j'ai vu en 94, pour vous dire quand même il a une vraie base de données dans la tête. Tout de suite il sort ses os et en fait il arrive à compléter le premier pied qu'il avait trouvé et à associer finalement les deux autres os qui ne sont ni plus ni moins que l'autre pied. Et donc il dit, mais si j'ai 2 pieds d'Australopithèque qui viennent du même endroit, il y a toutes les chances que l'Australopithèque il est encore entier dans la grotte. Et donc il se dit, il faut aller chercher dans les parties les plus basses de Sterkfontein pour voir si on le trouve. Il fait un moulage de la cassure du tibia, il donne ça à ses techniciens, et les gars ils descendent dans la mine, ça c'est la grotte de Sterkfontein, mais c'était une mine, et ils vont chercher s'ils trouvent l'endroit où l'os a été cassé par les mineurs. Oui. Et en 1 jour et demi, ils le trouvent. Ils vont localiser exactement l'endroit où l'os cassé se trouvait. Ils remontent et ils disent à Ron Clark, on a trouvé l'endroit d'où vient ce pied, et donc il y a des chances que le fossile soit derrière, puisqu'effectivement il y a le reste des ossements. Et là vont suivre plus de 15 ans de fouilles à la fraise de dentiste, petit à petit, pour exhumer le squelette de Littlefoot, donc de cet Australopithèque. Ils l'ont appelé Littlefoot parce qu'ils avaient trouvé le petit pied au début, c'est pour ça, c'était par opposition à Bigfoot. Et vous voyez les étapes progressives de dégagement du crâne de Littlefoot. Vous voyez, ça c'était donc les années 90-2000. Et puis voilà comment c'était en 2005 lorsqu'on a vraiment commencé à étudier, nous, la succession des couches dans la grotte. Alors là, vous le voyez un petit peu en fait, il y a le crâne qui est là. Ici, il y a la mandibule, là vous avez les dents, ici il y a l'humérus. Là, il y a les côtes, les vertèbres, le bassin. Et en fait, là-haut, il y a les jambes et là, il y a le bras. Mais je vais vous montrer quand même la qualité de ce fossile. Ça, ce sont les jambes, hein. Donc on a encore l'articulation fémur-tibia, avec les 2 jambes. Ça, c'est la partie qu'il avait trouvée. Et voilà le fossile ici complet, en tout cas la partie haute. Donc vous avez le crâne, avec l'œil ici, les dents qui rentrent vers le bas, l'humérus. Là, il y a eu un petit chamboulement, là tout est un petit peu mélangé, mais ce sont les côtes, les vertèbres et le bassin. Et là, vous avez les jambes. Et ici, vous avez le bras avec la main. Donc voilà, donc ça c'est Ron Clark avant que Littlefoot sorte de la grotte. Hop. Vous voyez les dents. Alors les dents, c'est de l'émail encore, hein. Donc le fossile, vous verrez tout à l'heure, il a un peu plus de 3 millions d'années. État de conservation fantastique. Et puis on faisait bien attention de bien nettoyer, même entre les dents. Et puis en fait, on s'est aperçu qu'entre les dents, c'était pas des sédiments, c'était du tartre. Et si on a du tartre, c'est très intéressant parce que dedans, on peut avoir les restes alimentaires. Donc maintenant, on dit à tout le monde qu'il ne faut pas trop se brosser les dents parce que sinon, on ne trouvera plus d'informations. Mais heureusement, Littlefoot ne se brossait pas les dents. Et donc, on commence à trouver des petits restes de végétaux un petit peu. Donc, on sait qu'il mangeait certes de la viande, mais aussi beaucoup de végétaux dont on retrouve les traces entre les dents. Et ça, c'est le bras donc, de Littlefoot. Ça, c'est l'articulation du coude. Vous voyez la qualité de l'os. D'ailleurs, c'était intéressant parce que ça c'est les coups de fraise, vous voyez, quand on essaie de sortir l'os de son sédiment. Et assez souvent, on a un petit liseré blanc qui sépare l'os de la brèche. Pendant très longtemps, on s'est demandé ce que c'était, on se demandait pourquoi c'était là. Alors ça nous aide beaucoup, hein, ça nous aidait beaucoup pour décoller la brèche. Et un jour, il y a 2 lapins qui sont tombés dans la grotte de Sterkfontein, donc ils ont fait une chute de 20 mètres, ils sont morts. Et Ron Clark, on dit, tiens, on va les laisser, puisqu'ils sont morts de toute façon, et on va voir comment ils se passent. On va voir s'ils vont faire comme Littlefoot. Et en fait, c'est intéressant parce qu'en 1 semaine, ils se sont momifiés, ils se sont complètement desséchés, et la peau s'est mise autour des os. Et là, on a compris qu'en fait, ce petit liseré qu'on a là, c'est l'empreinte de la peau qui était venue contre les os et qui a permis au squelette de tenir finalement en cohérence aussi longtemps. Donc maintenant, on est en train de sortir les morceaux de brèche qu'on a extraits pour voir si on n'a pas les empreintes de poils. Parce qu'on peut aussi du coup avoir le moulage des poils de Littlefoot. Voilà, et ça c'est la main, c'est la première main complète d'Australopithèque qui est fermée comme ça. Pareil, au début on croyait que c'était un geste, hein, peut-être un geste de douleur. Bon, en fait c'est pareil, c'est la momification avec tous les tendons qui se raccourcissent et qui ferment un peu les doigts comme ça. Alors qu'est-ce que faisait Littlefoot sous terre, hein? Visiblement c'était pas un spélo, de toute façon, il n'y a pas de lumière à cette époque-là et puis il était loin sous terre. Ce qu'il y a, c'est qu'on sait que les Australopithèques chassaient, oui, mais ils étaient aussi chassés parce qu'il y avait énormément de grands carnivores en surface. Et on le sait d'autant mieux qu'on a retrouvé des crânes d'Australopithèques avec les traces des canines de léopards. Donc du coup, clairement, voilà, on était à l'époque, on n'était pas au sommet de la chaîne alimentaire.
Ceci dit, des fois, on travaille en Afrique, au Botswana, on s'aperçoit bien qu'on n'est toujours pas au sommet de la chaîne alimentaire parce qu'on est au milieu des lions et tout ça, et voilà, on se sent un petit peu comme Littlefoot ou d'autres australopithèques. Et donc, pourquoi on a autant d'ossements finalement dans ces grottes? Eh bien, à l'époque, c'était une savane avec quelques bosquets d'arbres. Ces bosquets d'arbres étaient souvent aux entrées des grottes. Et les félins, notamment, lorsqu'ils chassent, pour ne pas être embêtés par les autres, ils montent leur proie sur les arbres et ils les mangent tranquillement. Et les os, finalement, tombent dans les grottes qui étaient en dessous. Et donc, c'est pour ça qu'on a autant de fossiles dans cette région, beaucoup plus que dans la région du Rift, notamment en Éthiopie. Voilà, donc finalement, on a compris, Littlefoot, alors, c'était pas un spéléo. Il n'a pas été mangé puisqu'on n'a aucune trace de dents. Par contre, pour Littlefoot, les os étaient tous en connexion, donc ce qui ne serait pas arrivé s'il avait été consommé par des charognards. Et donc, en refaisant l'étude de la cavité, on a pu voir qu'en fait, il est tombé. Il a fait une chute de plus de 30 mètres. Il a roulé et il s'est stabilisé sur la pente. Et on peut même dire maintenant qu'il est mort de sa chute, puisque le corps, en fait, il y a un bras en l'air, il a un bras sous le corps et les jambes vrillées. Et c'est exactement ce que fait un corps qui roule sur un talus avant de se stabiliser. Donc en fait, après sa chute, il n'a pas bougé et il a attendu plusieurs millions d'années. Alors le défi ensuite, ça a été de savoir quel était l'âge de Littlefoot. Moi, c'est pour ça que j'ai travaillé là-dedans. Dans cette grotte, on a réétudié toutes les couches, tout l'empilement, tout le millefeuille qu'il y avait autour de Littlefoot. D'abord pour vous montrer, on connaît bien Lucie, il y a 40% des ossements. Littlefoot, on a 95% des ossements. Il nous manque les orteils, les rotules, quelques doigts, vous voyez, mais l'essentiel y est. C'est la première fois qu'on a une face complète d'Australopithèque. Donc il nous apprend beaucoup de choses. Il nous apprend aussi par exemple qu'il a des jambes qui sont plus grandes que ses bras. Donc ça veut dire qu'à l'époque, on était largement bipède depuis longtemps, même si on avait toujours des aptitudes à monter dans les arbres, on marchait déjà très très bien et droit. Et donc voilà, maintenant il est dans un coffre-fort, il est sous l'université de Johannesburg, dans un coffre-fort climatisé, sous terre. Et voilà, petit à petit, on est en train de l'étudier. Donc on fait énormément de choses. Ça, c'est Ron Clark, vous voyez, ça, c'est son bureau. Il y en a qui ont des papiers, lui, il a des crânes. Et il compare constamment pour voir un petit peu, et voilà, les crânes d'Homo, les crânes de Paranthrope, les crânes d'Australopithèque, et pour voir un petit peu ces histoires d'évolution. Et par exemple, ça c'est un scan, mais nous, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on travaille dans le crâne de Littlefoot. Parce qu'on a la chance d'avoir un crâne qui est assez bien préservé et on peut savoir par exemple quelles sont les parties du cerveau qui étaient développées à l'époque. On cherche par exemple l'aire de Broca qui est l'aire du langage, vous voyez, des choses comme ça, et on peut savoir s'ils communiquaient. Enfin bon. Donc là, ce fossile exceptionnel nous apprend beaucoup de choses, vous voyez, ils étaient bipèdes, voilà, on sait un petit peu ce qu'ils mangeaient et il y a toute une quantité d'études qui sont en cours, donc petit à petit on va en prendre beaucoup de choses. Et puis, au-delà de la date, alors les gens se sont battus pendant très longtemps pour savoir s'il avait 2-3 millions d'années, etc. On a remis tout dans l'ordre, on a fait une datation et en fait Littlefoot a 3,7 millions d'années. Il est plus vieux que Lucie, il a quand même un demi-million d'années de plus que Lucie. Et ça maintenant, ça nous apporte énormément de choses. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on disait le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique de l'Est. C'est le grand rift est-africain. C'est cette déchirure de l'écorce terrestre dans laquelle les fossiles sont tombés. Il y a des milliers de mètres de sédiments. Et donc c'était là parce qu'en fait, comme il y a des retombées volcaniques, c'est très facile à dater. Donc vous avez un millefeuille, des couches de cendres volcaniques, on le date et donc on avait une très très bonne chronologie. Dans les grottes, c'est plus compliqué. Vous avez vu que beaucoup de choses sont chamboulées. Les dates n'étaient pas bonnes. Par contre, une fois qu'on a daté Littlefoot à 3,7 millions d'années, eh bien on s'est aperçu qu'on avait la même histoire que dans le Rift, on a exactement la même chronologie. Et donc finalement, si on a la même chronologie entre le Rift est-africain et les grottes, on a aussi les mêmes espèces, on trouve des australopithèques qui sont très comparables, et la faune entre là et là, ça veut dire que les hominines et la faune baladaient sans cesse dans cette région-là. Et donc maintenant qu'on sait qu'on a la même chronologie, parce que oui, je vous disais au début, les fossiles bien datés étaient ici, et les fossiles mal datés, trop jeunes, étaient ici. Donc on disait, le berceau de l'humanité, c'est là. Et ensuite, ils ont migré, ils sont venus en Afrique du Sud. Maintenant, on dit non, le berceau de l'humanité, c'est toute l'Afrique. Et donc ça veut dire qu'entre là et là, il y a certainement d'autres pièges et d'autres grottes dans lesquelles il y a des fossiles. Et donc ça nous permet maintenant de dire c'est tout aussi important d'aller chercher ailleurs. Et donc on a monté des missions, on travaille en Namibie, au Botswana, Mozambique, Malawi. Et là on commence à trouver des sites avec de la faune. On n'a pas encore d'hominines, mais on a trouvé un outil taillé justement en décembre dernier, un outil qui doit être entre 2 et 3 millions d'années,
Donc ça commence à sentir bon et il suffit qu'on trouve un petit bout d'Australopithèque quelque part ailleurs et ça montrera qu'effectivement notre genre il est apparu à l'échelle de l'Afrique. Ça évitera qu'on continue à se battre pour savoir où est le berceau. L'abbé Breuil disait que c'était un berceau à roulettes parce que du coup au gré des découvertes on n'arrêtait pas de le déplacer. Bon en fait c'est toute l'Afrique. Allez, je termine avec quelque chose de tout nouveau. Il y a encore peu de monde qui est au courant de ce qu'on vient de découvrir, mais c'est pour montrer que la science, ça évolue et que parfois on a des concepts qui changent. Alors là, on revient en France, mais c'est applicable dans le monde entier. Je vous ai parlé de l'eau qui creuse les grottes, par en haut, par en bas, des phénomènes d'effondrement, etc. Mais on s'est aperçu il y a à peine 3-4 ans qu'en fait, la présence des chauves-souris sous terre avait un impact significatif sur les grottes et sur leur forme, et à un point qu'on n'imaginait même pas. Alors, je vais vous montrer, en fait, on va aller voir un petit peu, parce que maintenant on sait le reconnaître, dans les grottes, la présence de grosses colonies de chauves-souris va changer l'atmosphère, va changer la chimie, va changer la température de l'intérieur de la cavité, et ça va produire des formes très particulières que l'on sait maintenant parfaitement identifier. Donc je vais vous en montrer quelques-unes, et puis après on ira directement aux conséquences de ce phénomène. Très souvent, vous avez au plafond des chauves-souris qui vont se mettre par petites colonies, des espèces souvent qui sont grégaires mais pas trop, et donc ils vont faire des petits groupes et qui vont s'accrocher dans une petite coupole ou dans une fissure. Le fait qu'elles respirent, elles relâchent du CO2, elles relâchent de la vapeur d'eau. Quand on combine le CO2 et la vapeur d'eau, ça fait l'acide carbonique, et c'est exactement ce qui creuse les grottes. Et cet acide carbonique, il va condenser autour de la chauve-souris. Et donc petit à petit, à force qu'elles soient là, elles et les autres évidemment, eh bien on va avoir des creux qui montent petit à petit vers le haut et elles vont faire ce qu'on appelle des bell holes, des trous en cloche, des cloches biogéniques. Bon, en plus elles font pipi, l'urine va attaquer le calcaire et puis les griffes aussi mécaniquement, peu à peu, va désolidariser les grains du calcaire et donc tout ça contribue à la formation de ces coupoles. Alors vous voyez là, elle n'est pas très grande, mais on en connaît qui sont spectaculaires. Il n'y a pas longtemps, on croyait que c'était l'eau encore qui faisait ça. On disait c'est l'eau qui est piégée au plafond, c'est des bulles, etc. Non, en fait, ça c'est uniquement des chauves-souris, des colonies bien particulières qui viennent se mettre. Et là, les cloches sont montées tellement haut, vous voyez que ça a percé la surface. Donc du coup, la grotte maintenant, elle est en plein jour, donc c'est pas bon pour les chauves-souris, elles sont parties. Mais vous voyez l'impact que ça peut avoir sur les plafonds. Et ça, on l'a en France, c'est-à-dire que c'est pas que dans les pays tropicaux, parce que dans les pays tropicaux, on se doute bien qu'il y a beaucoup de chauves-souris, mais ici, on est dans une grotte dans l'Hérault, et vous voyez, on retrouve ici toutes ces bell holes, on a même ici les coulées où le guano descendait, l'urine des chauves-souris descendait, qui a retouché les parois. Donc ça veut dire qu'on a un impact aussi important chez nous qu'en pays tropical, ça veut dire aussi qu'on avait des colonies de chauves-souris qui étaient énormes. Ensuite, lorsqu'une chauve-souris s'installe au bout d'une stalactite, c'est pareil. Les crottes, elles vont tomber toujours au même endroit, donc ça va faire un petit tas. Et ce petit tas, il va perforer le sol. Donc que ce soit du calcaire ou de la calcite, petit à petit, il va ronger, il va descendre et dissoudre le fond de la cuvette. Voilà, donc ça, on appelle ça des tinaritas. C'est une forme qui avait été décrite en Amérique du Sud, donc on a gardé le mot. C'est tellement nouveau qu'on crée carrément le vocabulaire. Mais l'essentiel de l'impact, en fait, ça va être les gros tas de guano. Lorsque vous avez des colonies de plusieurs milliers d'individus qui vont faire un tas de guano, ce guano, bien dedans, il y a des bactéries qui vont peu à peu le minéraliser, qui vont minéraliser les restes d'insectes. Ça va monter un petit peu en température, mais surtout, ça va devenir très acide. L'intérieur d'un tas de guano, le pH, il est de 2. Donc c'est extrêmement acide, vous imaginez, pour une grotte qui était très stable jusque-là. Et donc, lorsque les chauves-souris s'installent ici au plafond, donc les crottes tombent au sol, il y a la fermentation, il y a tout ce phénomène, et ça va dégager des acides, de l'acide sulfurique et de l'acide nitrique. Comme cet air il est un petit peu chaud, ça va venir condenser sur la surface, et ça veut dire que vous avez de l'acide sulfurique et nitrique sur les parois, et le calcaire, lui aussi, est sensible à cet acide-là. Et en plus, au sol, vous allez avoir de l'acide phosphorique, qui lui va descendre, et qui va se déposer au sol de la galerie. Donc voilà ce que ça fait. Alors ça c'est le contact direct urine-paroi. Donc ça c'est l'urine chauve-souris. La paroi s'est transformée en phosphate, donc ça donne cette croûte noire. Mais derrière on voit bien que toute la roche elle est complètement tendre, donc ça se décolle facilement. Donc on voit que là déjà on a quelques centimètres d'altération de la paroi.
Mais des fois, c'est beaucoup plus en fait. Dans la grotte d'Azé, en Franche-Comté, on a l'entrée naturelle qui est ici, avec des occupations préhistoriques, mais aussi d'énormes colonies de chauves-souris qui étaient dans cette partie-là et ici. Et les spéléologues savaient qu'il y avait une suite à la grotte. Donc ici, il y avait de la calcite qui bouchait la grotte. Je vous ai dit que ça pouvait boucher la galerie. Ils ont dynamité tout ce passage et ils sont arrivés dans la suite de la grotte. Et ils ont dit, mais c'est bizarre, c'est très différent. C'est tout lisse, des plafonds plats, avec des formes de creusement. Et bien en fait, ça c'est la partie qui a été altérée par la présence de chauves-souris, avec, vous voyez, elle est toute boursouflée, et ça c'est la partie où les chauves-souris n'ont jamais pu aller. Et bien la taille a été multipliée par 2, uniquement par la présence de chauves-souris. Donc voilà, et donc ça maintenant, ça c'était le premier exemple qu'on a pu montrer, maintenant on en a de plus en plus, mais vous voyez l'importance finalement de ce phénomène, et maintenant on le reconnaît systématiquement. Ça c'est une grotte qui est dans le Gard, où on a les chauves-souris qui s'installent là, les crottes qui tombent ici sur ces parois qui l'altèrent. Donc on voit qu'on a des croûtes de phosphate, le tas de guano allait jusque là, donc ça va faire ici des encoches, et tous les gaz acides remontent et vont lisser les parois. Et ça c'est un phénomène très caractéristique, on a beaucoup de grottes avec des parois très très lisses, et bien souvent c'est parce qu'il y a eu de la biocorrosion, donc l'altération par la présence de chauves-souris, parce que l'acide est tellement puissant qu'il recoupe tout sur le même plan, que ce soit du calcaire, de la calcite, il renivelle tout. Et ça, c'est une aubaine pour les hommes préhistoriques parce que les grottes qui ont été lissées comme ça, elles sont prêtes à peindre. Et beaucoup de grottes ornées, en fait, ont avant été occupées par des chauves-souris et ça a préparé le travail justement des artistes paléolithiques. Alors voilà ce que ça fait, hein. Là on est au Botswana, donc c'est les grottes dans lesquelles on travaille. Vous voyez la quantité, là il y a 1 million de chauves-souris dans cette grotte. Rien que la présence de chauves-souris fait que cette galerie, elle est 10 degrés au-dessus des autres galeries, 10 degrés en température. Et on a des taux de CO2 qui atteignent 6%. Donc à 6% c'est mortel, hein, donc ça devient quasiment irrespirable. Et ça change complètement, et ça pique les yeux, il y a de l'ammoniac, donc vous voyez un peu l'impact. Et d'ailleurs, vous voyez bien la tête qu'elles ont, ces stalactites, elles ne ressemblent même plus à des stalactites, elles sont toutes, on dirait d'une dentelle, un tissu déchiré, et elles ne se finissent même pas. En fait, elles ont toutes été rongées petit à petit par en dessous. Regardez alors je vous parlais tout à l'heure des stalactites, des creux, des tinaritas qui peuvent se former dans le sol. Lorsqu'une chauve-souris vient s'installer au bout d'une stalactite, et bien évidemment la stalagmite aussi en dessous, elle va être creuse. Et ça, c'est au Mozambique, on avait une grande stalactite ici, les chauves-souris sont venues se mettre dessous, et petit à petit, vous voyez, ça a bouffé complètement la stalactite jusqu'à refaire un creux à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est des formes diagnostiques. Maintenant, avant, on ne savait pas trop ce que c'était, maintenant on comprend très très bien, et dès qu'on voit ça, on sait qu'il y a eu des chauves-souris. Alors ça va toucher même les grandes concrétions, hein. Ça c'est Isturitz, on est dans les Pyrénées-Atlantiques et vous avez cette grande stalagmite qui est un pilier en fait, avec énormément de vagues ici. Tout le monde a écrit, même nous, que lorsque les concrétions avaient ces vagues, c'est que la rivière était revenue. On imaginait que l'eau était revenue dans la grotte et qu'elle avait tout recreusé, donc du coup on faisait remonter les vallées, redescendre les montagnes, etc. Bon, en fait, c'est juste les chauves-souris. Maintenant, on le sait. C'est tout bête. Il y avait énormément de chauves-souris. Il y a encore les empreintes, d'ailleurs, vous voyez ici au plafond. Il y avait un énorme tas de guano au sol. Et les effluves acides qui émanaient de ce guano ont complètement bouffé la concrétion. Et une des preuves que ce n'est pas de la rivière, c'est qu'en fait, on trouve des phosphates. Et les phosphates, dans les grottes, il n'y en a pas, en tout cas sur les concrétions, hormis le guano des chauves-souris. Alors du coup, on peut se demander comment ça se fait qu'il y a encore des grottes avec de l'art pariétal, parce que les chauves-souris, elles vont partout, hein. Enfin en tout cas, dès qu'il y a une grotte qui leur convient, elles vont l'occuper. Et puis vu que ça double la taille des galeries, forcément l'art pariétal, c'est la première chose qui va disparaître. Alors on regarde, hein, par exemple la grotte Chauvet, il y a de l'art pariétal, mais évidemment le porche il se ferme à 23 000 ans. 23 000 ans, on est encore en phase froide, il n'y a pas beaucoup d'insectes, pas beaucoup de chauves-souris. Et donc finalement, lorsqu'on arrive à l'Holocène, donc la période chaude où il y a beaucoup de chauves-souris, l'entrée est inaccessible. Par contre, vous voyez, les parois sont très très lisses. Il y a eu des chauves-souris avant. Voilà. Donc là, il y a eu la biocorrosion qui a préparé le travail des artistes aurignaciens. Et heureusement, le porche s'est effondré. La grotte Cosquer, c'est pareil. Lorsque les hommes y vont, période froide, niveau de la mer, il est tout en bas. Et puis lorsque le climat se réchauffe et que les chauves-souris sont là, c'est trop tard. En fait, le niveau de la mer est remonté et l'entrée est fermée. Et la grotte de Lascaux, pareil. Là, cette fois-ci, ce sont des dépôts de versants, donc ce qu'on appelle des colluvions, des cailloutis de la terre, qui sont venus fermer la grotte bien avant l'Holocène. Donc, ce qui fait que les chauves-souris des 10 derniers milliers d'années n'ont pas pu accéder à la grotte. Voilà, oui, puis voilà, c'était une photo pour vous montrer justement les parois très très lisses de la grotte Chauvet. Donc dans la grotte Chauvet, on a des concrétions qui sont, on a d'ailleurs ici des coulées d'hydroxyapatite
qui nous montrent bien qu'il y avait effectivement des chauves-souris, des grosses colonies de chauves-souris. Il y a même ici des tines, des choses comme ça. Donc elles sont venues préparer, elles ont lissé les parois. Et ça marche aussi pour la grotte de Pêche-Merle, ça marche pour beaucoup d'autres cavités. Voilà, ben, je ne sais pas que je l'ai mis, mais voilà, là on a des formes ici lissées. Là aussi, les chauves-souris sont passées avant les hommes. Alors on va parler un tout petit peu d'Ariège, mais rapidement. La grotte du Mazazil a été très importante aussi pour comprendre ce phénomène, puisque vous le savez, il y a de l'art magdalénien au Mazazil. Et ce qui est assez étonnant quand on regarde, c'est que l'art a une répartition un petit peu particulière, c'est que ce n'est que dans des petites galeries latérales. Alors, les archéologues se sont un petit peu cassé la tête et puis ils avaient dit, très certainement, c'était un art qui n'était pas fait pour tout le monde. Parce qu'évidemment, quand on va là, on passe dans ces grandes galeries. Si on va peindre là et pas là, c'est que peut-être on veut un peu cacher cet art. Et il avait été interprété comme un art un peu pour les élites. Voilà. Bon, mais ça, c'était sans compter sur la biocorrosion, évidemment, puisque finalement, les grandes galeries où il n'y a pas d'art pariétal, eh bien, toutes les formes sont retouchées par la biocorrosion. On a l'égide de colonie, on a la chute du guano ici, et on a même les formes de remontée de convection des acides. Donc évidemment, même s'il y avait de l'art pariétal, en aucun cas, il aurait pu être préservé. Et lorsqu'on fait une cartographie de l'art pariétal et de la biocorrosion, l'art pariétal est en rouge, la biocorrosion est en vert, eh bien on a une exclusion systématique. Voilà, donc une absence de preuve, ce n'est pas une preuve de l'absence, mais là quand même, c'est étonnant qu'ils soient allés s'embêter à peindre notamment ces parties-là, qui ne sont pas du tout retouchées par la biocorrosion, et pas dans ces grandes galeries qu'ils ont fréquentées tant dans ce site. Donc voilà, donc vous voyez, ça montre un petit peu finalement la préservation différentielle de cet art pariétal. On passe d'un art d'élite à un art finalement résiduel, qui est très beau malgré tout, mais malgré tout, ça veut dire qu'on a perdu une grande quantité d'informations. Et vous imaginez à l'échelle des cavités de France, d'Europe ou du monde, la quantité de sites certainement ornés qu'on a perdu du fait des chauves-souris. Alors on fait attention maintenant, parce que si on a des chauves-souris dans des sites ornés, on vient de faire des mesures il n'y a pas longtemps, on s'aperçoit que une gravure de 1 mm, elle disparaît en 250 ans, et une peinture en 30 ans. Donc ça veut dire que ça peut aller très très vite. Donc maintenant on travaille beaucoup avec les chiroptérologues, donc les spécialistes des chauves-souris, pour savoir les endroits où on a peut-être des cohabitations, comment on va gérer ça et protéger à la fois le patrimoine culturel et le patrimoine naturel, parce que les chauves-souris sont en mauvais point, donc elles méritent aussi qu'on les protège. Et pour finir ça, alors je vous parlais, moi je voulais comprendre les grottes, leur formation, mais au-delà de ce que font les chauves-souris, les formes qu'elles font sur les parois, elles nous apportent maintenant une source d'information qui était inestimable. Et vous en entendez parler parce que maintenant ça va devenir quelque chose, à mon avis, de très développé dans toutes les grottes. C'est le guano de chauve-souris. Parce que les chauves-souris, elles vont manger dehors la nuit et puis elles ramènent tout ça dans les grottes. Ça veut dire que le guano, il peut contenir des informations de ce qui se passe dehors. Et ça, c'est une toute petite carotte que l'on a pris dans un avenne dans le Gard. Alors, donc ça c'est du guano, mais ici c'est transformé en phosphate, donc il est plus exploitable. Par contre là c'est encore du guano organique, et donc on a fait des études dedans. Alors il n'y a que 3 cm, vous voyez. On a fait d'abord une datation. Tout en haut on est à l'an 0, donc c'est l'Antiquité, voilà, l'époque romaine. Et tout en bas ici on est 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc ça veut dire qu'en 3 cm on a 3000 ans qui sont enregistrés. Et donc on a fait un premier test de pollen, puisque évidemment, comme elle mange des insectes, elle ramène les pollens sous terre. Et comme le guano est acide, il garde bien les pollens. Et c'est très intéressant, puisque là, en 3 cm, on voit le passage de la chaînée, c'était la forêt. On voit l'ouverture du milieu, ça veut dire que peu à peu, il y a des arbres qui disparaissent. Et on voit même l'arrivée des céréales. Donc ça veut dire qu'on a l'homme qui est en train de s'installer dans le paysage, qui coupe la forêt et qui amène ses céréales. Donc on a peu à peu cette information. Et donc maintenant on a des carottes un petit peu partout dans tous les départements. La région d'Occitanie, on y travaille beaucoup. Et on est en train d'avoir toutes ces informations très précises. On va même plus loin, il y a des gens qui travaillent sur alors les isotopes du carbone, de l'oxygène pour savoir les températures, le type de végétation, mais aussi ce qu'ils appellent les biomarqueurs lipidiques. Ce sont les cires qui sont sur les feuilles des végétaux, que les insectes mangent, les chauves-souris mangent des insectes et ramènent ça dans les grottes. Et avec ces cires, on arrive à savoir quelle espèce d'arbre ils ont côtoyé. Donc vous voyez, on est en train de reconstruire complètement le paysage finalement à l'époque de ces chauves-souris.
Et c'est intéressant parce qu'on a des guano qui couvrent vraiment des périodes très intéressantes. La période où la grotte Chauvet a été peinte, par exemple. On a des guano qui couvrent la période de l'apparition de la métallurgie. Et là, on vient de trouver des guano dans la grotte de Bruniquel dont je vous parlais, qui sont avant 176 000 ans, puisque la structure a été construite aussi en partie sur du guano de chauve-souris. Donc ça veut dire qu'on aura peut-être là l'information des paysages à l'époque. Ce sont les plus anciens guano pour l'instant identifiés au monde. Vous voyez, donc on a la chance. Et donc cette même petite carotte où il n'y a que 3 cm, je vous parlais des datations qu'on a eues, on a fait aussi plein d'analyses chimiques parce qu'on ne sait pas trop ce que ça peut apporter. Et notamment les chimistes nous disent « Ah, c'est bizarre, quand on arrive vraiment dans cette partie-là, on a d'un coup du cuivre qui apparaît. » Et ils nous ont dit « C'est certainement à cause du traitement de la vigne. » Alors on a dit non, parce qu'il y a 3000 ans, la vigne, quand même, le traitement en plus avec du cuivre, non. Alors on dit par contre, il y a 3000 ans, la métallurgie du cuivre apparaît. Et ça, en fait, effectivement, ça correspond à des sites miniers qui sont autour. Et donc, les hommes de l'âge du bronze, les hommes et les femmes de l'âge du bronze ont exploité des mines. Ils ont grillé le minerai à l'extérieur, les fumées sont déposées sur les végétaux, les insectes ont consommé ça, les chauves-souris l'ont ramené dans la grotte. Et donc, on a exactement, en fait, l'apparition de la métallurgie dans la région. Donc, vous voyez un petit peu tout ce qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir faire le fer, on va pouvoir faire des polluants, on va pouvoir faire plein de choses. On a carotté là récemment un tas de guano. À la base, il y a moins de 300 ans. Au sommet, on est l'été dernier. Et on voit les 2 bombes nucléaires, on voit Tchernobyl, on voit les microplastiques qui arrivent, etc. Donc ça veut dire que voilà, on a une source d'information qui est finalement incroyable. Donc c'est le nouveau proxy, on appelle ça, c'est-à-dire une source d'information locale. Vous imaginez les régions calcaires, je vous disais, c'est très sec. En général, on allait chercher des pollens plutôt dans les tourbières ou dans les lagunes ou les lacs. Les zones calcaires, c'était pas top pour ça. Et bien maintenant, l'état de guano que l'on a dans plein de grottes ici, vont peu à peu nous permettre de documenter tout ça avec une résolution qui était inespérée. Voilà, donc on lance après plein de choses, l'ADN, puisqu'on va avoir l'ADN des chauves-souris, donc c'est intéressant. Les virus, les chauves-souris sont porteuses de 30 souches de coronavirus, par exemple, auxquelles elles ont survécu, donc on a peut-être des choses à comprendre. Et puis tous les polluants, le plan industriel, etc. Donc voilà, vous voyez un petit peu comment se mélange ce guano. Alors ça, c'est tout neuf. Et même nous, maintenant, on est obligé de revoir toutes les grottes que nous avions étudiées parce que finalement, on était passé à côté de ce phénomène majeur qu'est la biocorrosion et qui nous aide à la fois à renseigner les archéologues, le paysage et la formation des grottes. Voilà, donc je voulais conclure avec cette image parce que souvent on a dit le karst c'est une boîte noire. Bon, c'est une boîte noire si on ne sait pas l'éclairer, mais vous avez vu quand même qu'elle est riche d'informations. On y lit l'histoire de la Terre, on y trouve l'histoire des climats, que ce soit les modalités de creusement de la grotte ou ce qui va être préservé dans les guanos. On y lit évidemment l'histoire de l'homme, et on n'est pas ici pour rien aujourd'hui. C'est un conservatoire avec des traces du passé, des activités humaines, mais c'est un milieu malgré tout qui reste fragile et menacé. Je vous parlais des chauves-souris qui sont quand même en train de disparaître, et ça c'est un gros problème. Mais même on parle aussi du réchauffement climatique, alors on peut se dire sous terre, et je commençais par ça en vous disant on va aller sous terre, il fait frais. Et bien sous terre on s'aperçoit que les grottes se réchauffent plus vite que l'extérieur, parce qu'en fait on n'a plus les hivers froids qui refroidissaient la masse calcaire, et donc on a des réchauffements actuellement dans les grottes qui sont de 1 degré tous les 10 ans. Donc ça veut dire que ça va extrêmement vite et que ça va changer les courants d'air sous terre, ça va changer les endroits où il y a la condensation et que ça c'est un gros risque aussi pour les vestiges préhistoriques et notamment pour l'art pariétal. Donc ça veut dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on étudie, c'est aussi pour préserver ce patrimoine et que c'est en le connaissant qu'on arrivera à le conserver le mieux possible. Merci pour votre attention. Merci. Si vous avez des questions, on peut discuter un petit peu. On met un peu de lumière. Ouais. En zone karstique à nu, il y avait de la végétation auparavant, en pic d'Annie par exemple. Oui, des périodes où il y avait de la végétation. Oui. Alors là, ça on le sait parce que souvent c'est l'apiace, donc la roche qui a été dissoute par l'eau ou la neige, qui fait des arêtes très acérées. Mais parfois, lorsqu'il y a eu un sol avant que la végétation, on a des formes qui sont globalement émoussées, rondes. Ça, c'est du calcaire qui a été dissous sous le sol. Et ça, on le voit très très bien. Donc, entre du calcaire qui est soumis depuis longtemps à l'air libre et qui fait ces arêtes qui sont très coupantes,
et du calcaire qui a évolué sur du sol qui lui fait des formes arrondies. Ça se distingue bien et donc il y a des endroits où on voit qu'on a depuis le calcaire qui a été dénudé d'une quarantaine de centimètres et donc on a les formes acérées en haut, les formes rondes et ça c'est depuis le néolithique, depuis qu'on a coupé les forêts où le sol a été érodé et ça a mis à nu finalement le sol qui était avant, la roche qui était avant sous le sol. Portement, c'est des rêves. J'ai fait une intention. Oui, c'est des carènes, ça s'appelle, c'est un terme allemand, oui, K-A-2-R-E-N. Oui. Après, il y a toute une déclinaison de carènes. Oui. Moi, j'avais une question sur justement, après cette découverte sur comment dire, la dégradation ou en tout cas l'évolution, est-ce que ça ne vient pas changer l'âge qu'on donne finalement au carré, au karst, oui. Ça peut. Alors il y a deux choses. À la fois, ça a changé notre vision de la formation, mais le niveau auquel ça se raccorde, par exemple dans la vallée, reste le même. Donc finalement, par rapport à l'histoire de l'incision de la vallée, on reste dans la même chronologie. Par contre, c'est vrai, on vient de s'apercevoir que lorsque des concrétions ont été soumises au guano, et bien dedans, le système chimique a été ouvert, donc on a perdu des éléments, de l'uranium, etc. Et donc notre chronomètre est faux. Et donc du coup, maintenant, on lance des études là-dessus, donc notamment une thèse, pour essayer de voir un peu quel est le biais chronologique, parce que ça veut dire qu'il y a peut-être plein de trucs qu'on a datés qui n'étaient pas tout à fait bons, et comme on ne savait pas que la biocorrosion existait, qu'elle avait cet impact, voilà. Donc globalement, ça n'a pas trop changé dans l'histoire des paysages et l'histoire de certaines grottes, mais dans le détail, notamment peut-être pour certains sites archéologiques, il faudra faire attention. Oui. Vraiment, c'est stable une grotte, le plafond. Structurellement, quand même, c'est une grande portée. C'est une grande portée. Alors, quand c'est une grande portée, c'est qu'effectivement, mécaniquement, c'était apte à avoir une grande portée, parce que sinon, ça s'effondre au fur et à mesure. Donc, il y a les plus grands vides souterrains sont souvent sous des structures géologiques, ce qu'on appelle un anticlinal, donc voilà, avec des couches qui sont bombées vers le haut, et qui vont faire clé de voûte et qui vont permettre La Verna, comment ça fait ? Exactement, la Verna, elle est justement sur un pli, exactement, c'est la plus grande salle souterraine en France. C'est stable, mais malgré tout, le sol de la Verna, ce sont que des blocs. Donc ça veut dire aussi que ça s'effondre. Voilà, donc on a des vides, et puis on a vu ces effondrements-là qui se produisent régulièrement. Ça, c'est des vides qui vont remonter petit à petit, ce que je vous disais, sans qu'on s'en aperçoive, jusqu'à ce que ça s'ouvre en surface un jour. On peut quand même faire des sondages non destructifs. Si on a un signe, parce que on pourrait faire de la géophysique, qu'on appelle, donc on va analyser le sous-sol pour voir s'il y a des vides, des choses comme ça. Mais si on le fait, c'est qu'on se doute qu'il y a un problème. Or, là, personne ne se doutait absolument pas de ce qu'il pouvait y avoir. Si on a un signe, effectivement, en Belgique, oui, ils travaillent beaucoup là-dessus, parce qu'en fait, pour exploiter les carrières, ils rabaissent le niveau de l'infratique très très bas. Et donc ça déstabilise beaucoup de grottes qui sont en train de remonter et qui aspirent des maisons et des choses comme ça. Et donc là, en Belgique, ils font très attention autour des carrières, justement, ils font de la géophysique pour essayer de prévenir ça. Voilà. Le fracking, gaz de schiste Alors ils le font très très profond, mais de toute façon, tout ce qui est mécanique et destructif dans les grottes, on était en Tchéquie il y a un mois, en République tchèque, et on était dans une grotte pas loin d'une carrière, et quand ils ont fait le dynamitage, nous on n'a pas compris ce qui se passait dans la grotte. Ça n'a rien fait tomber, mais l'onde de choc, elle était extrêmement violente, et on s'est dit, ah oui, quand même, là c'est assez limite. Donc oui, évidemment, ça a des impacts. On a des routes qui passent sur des... Il y a des grottes où on entend le train passer, où on entend les voitures passer. Donc ça fait partie... Globalement, c'est stable, puisque ça va tenir des dizaines, des centaines de milliers d'années. Mais c'est malgré tout un vide. Donc, Comment ? Et puis entre-temps, il y a eu l'homme. Et il y a l'homme qui vient déstabiliser les choses, évidemment, oui, mécaniquement, oui. Et aller voir dans les grottes et faire de la paléontologie, ça a pris le milieu du 9e siècle. On voit au musée. Oui. Bon, je pense. Avant. Comment ? On s'interrogeait pas. Je ne sais plus exactement l'histoire de quand ça commence, mais en fait très tôt quand même on s'aperçoit qu'il y a des choses sous terre et on les met de côté. Mais après il fallait pouvoir établir une chronologie, il y avait le côté aussi religion, il fallait pas trop empiéter. Donc ça a été un petit peu compliqué. En Afrique du Sud on est toujours un peu confronté à ça. Hein. Il y a des sites où il y avait un site fantastique qu'on fouillait où on avait énormément de faune. Et puis, les propriétaires étaient adorables et on a trouvé un jour un petit bout de phalange d'enfants d'Homo habilis. Et donc on leur a amené, et là ils nous ont dit ah non, c'est fini parce que nous, on est créationnistes.
Et tant que c'est des animaux, c'est bon, mais dès qu'il y a l'homme, c'est Dieu. Et on n'a plus le droit d'y travailler. Donc ça fait voilà, il y a des choses. Donc on imagine les gens ici au début. Ah oui, alors ça aussi, oui. Oui. Ah ben, je les ai amenés l'autre fois au musée de Pretoria. Alors, je ne savais pas qu'il y en avait dans le groupe en fait. Et à l'entrée du musée de Pretoria, il y a le squelette entier d'une baleine. Et les baleines, elles ont un bassin, puisque ce sont des mammifères qui étaient avant sur Terre. Il y a un reste de bassin. Et donc comme ça on discutait, je leur dis quand même, vous avez vu, Dieu a eu l'idée de mettre un morceau de bassin, parce qu'on parlait de Dieu justement, à un animal qui vit dans l'eau. Et là il y avait un créationniste et il m'a dit, oui mais Dieu il a fait ça pour tester ta foi. Voilà. Bon voilà, non mais c'est... Bon, là j'avais plus d'arguments. Mais voilà, mais bon après ça, la plupart du temps ça se passe bien, mais c'est vrai que ça, même en France, il y a un moment où c'était compliqué au début pour voilà, mettre en place cette chronologie ancienne, antédiluvienne, quoi. C'est ça, au début on parle de choses qui sont antédiluviennes. Et si c'est vrai, pourvu que ça ne s'ébruite pas. Oui, c'est vrai, exactement, oui. J'ai une question sur la biocorrosion justement, donc, liée à ces fameuses chauves-souris, qui remettent vachement de questions sur les cavités. Est-ce que cette biocorrosion, ça laisse des résidus de ce travail sur les parois qui les lissent beaucoup? Oui, alors d'abord ça laisse des formes, maintenant qu'on sait lire, même des formes de détail, qui ne sont pas les formes classiques que l'on trouve dans les grottes, parce que du coup on est revenu dans les grottes où il n'y avait pas de chauve-souris, pour se dire mais qu'est-ce que c'est les vraies formes et qu'est-ce que sont celles qui sont polluées par les chauves-souris. Bon, ça on y arrive, mais surtout effectivement il y a un dépôt diagnostique, c'est le phosphate. Et le phosphate, donc ça vient du phosphore, pendant très longtemps on nous a dit ça vient des ossements d'ours des cavernes par exemple. On a beaucoup de grottes à ours des cavernes, on nous a dit les gros niveaux de phosphate qui ont été exploités pour faire des engrais, c'était les ours. Quand on prend l'os d'ours et qu'on l'analyse, il y a encore du phosphore dedans. Donc déjà, ça veut dire qu'il n'est pas parti, il n'est pas si dégradé que ça. Et ensuite, lorsqu'on mesure la quantité de phosphore que l'on a dans nos phosphates, il y en a 10 fois plus que ce qu'il y a d'os. Et en fait, maintenant on le sait, tous les phosphates, la plupart en tout cas, viennent des chauves-souris. 1 mètre de guano de chauve-souris, ça fait 1 cm de phosphate. Après c'est intéressant, on a des grottes où on a 1,50 m de phosphate, ça veut dire qu'il y a eu 150 mètres de guano. Vous imaginez le temps, donc petit à petit, évidemment, il s'est minéralisé, c'est tassé. Mais voilà, donc l'élément maintenant discriminant, clairement, au-delà des formes qu'on arrive à identifier, on est en train de faire un catalogue, c'est-à-dire que tout le monde ensuite qui travaille dans les grottes pourra se servir de ce catalogue des formes pour les identifier. Mais au-delà de ça, il suffit de faire de la chimie avec les phosphates et on est sûr que c'est de la chauve-souris. Avec ces résidus, avec le potentiel de phosphate, est-ce que c'est, du coup, on sait effectivement que c'est lié aux chauves-souris et pas aux ours, est-ce qu'on arriverait à détecter finalement des traces un peu de minéral, pigments potentiels, et ce qui nous permettrait d'avoir finalement une idée d'un résidu, d'une trace d'art pariétal, mais qui est aujourd'hui totalement disparu? Oui, alors là tu es juste un peu plus tôt que nous encore, mais on a l'idée, mais on ne l'a pas encore fait. Parce qu'effectivement, les phosphates sont de très bons pièges pour beaucoup de substances. Et donc, on imagine que si au pied de la grotte, on avait des phosphates et que l'art pariétal disparaît, on va retrouver les pigments certainement piégés dans les phosphates. Ben, c'est la prochaine étape. Et ce sera la démonstration. Voilà. Ce sera l'occasion effectivement de revenir nous. C'est ça. Ça arrive. Merci pour ta présence ce soir et cette explication et ce voyage dans le monde du karst. Pour clôturer cette soirée, le musée se propose de vous offrir un petit verre de l'amitié, de la convivialité, en continuant d'échanger justement autour d'un verre avec notre conférencier de ce soir. Voilà, merci à tous et à toutes pour votre présence ce soir et on vous dit à bientôt. Prochain rendez-vous semaine prochaine, vendredi soir, avec Sophie Parkebaum de Beaune qui viendra nous parler de son livre que vous trouverez d'ailleurs à la boutique du musée. Je vous dis donc à tout de suite et pour ceux qui ne restent pas, à bientôt. Merci. Merci. Mais, excusez-moi. Oui.